Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en ce lundi 12 novembre 2012. Et comme chaque lundi, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière avec un ou plusieurs invités spéciaux dans notre plateau. Et aujourd'hui, à nos côtés, nous avons Madame Maher Zaya Al-Abidi, vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante et membre du parti Nahda, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, nous allons commencer, Madame Maher Zaya, avec le parti Nahda, bien sûr, vous êtes membre de ce parti. A-t-il réussi sa mission au bout d'un an? Est-il encore crédible au pouvoir vis-à-vis du peuple? Oui, plutôt. Parce que vous savez, les peuples se gouvernent, je pense, par deux moyens. Il y a un troisième. Et les peuples se gouvernent, comme on l'a vu, par la force. Et ça, c'est ce que notre peuple a refusé. C'est pour ça qu'il a fait sa révolution. Ou bien, ils se gouvernent, les peuples, par la force de la loi, par l'état de droit. C'est ce que nous sommes en train de construire. Donc, vous voyez que le respect de la loi n'est pas le fort du Tunisien maintenant. Chacun, même certains élus, ils veulent influer sur la justice, sur la loi, puisque c'est en construction. Et ils se gouvernent aussi s'il y a des partis qui adhèrent, disons, à une idée forte, à une idée en faveur de toute la patrie et qui ont la capacité de stabiliser le pays. Quoi qu'on dise sur le parti Ennahda, ça réussit au gouvernement ou pas, ce qu'il en fait, c'est-à-dire vis-à-vis, disons, comment on l'envisage, comment on le voit, le citoyen, il représente cette force stabilisatrice de la Tunisie. Mais si le processus continue, et j'espère réussira, c'est parce qu'il y a ce parti qui est force stabilisatrice. Donc, c'est un risque aussi, c'est une prise de risque. Mais bien sûr, un parti qui est en opposition, il n'a pas, disons, de gros risques à perdre parce qu'il peut critiquer, monter au créneau. Un parti qui prend, disons, acte et gouverne avec une coalition, en fait, de d'autres partis, mais bien sûr qu'il risque une partie de sa popularité. Pour moi, ça, c'est du courage politique, ça, c'est de réalisme. Il faut y aller, on laissera des plumes, mais on gardera quand même assez de plumes pour aller de l'avant et surtout faire réussir cette expérience en Tunisie. Je ne crains pas beaucoup ces, disons, Cassandre qui nous disent oh là là, mais Nahda, il n'a plus sa popularité. Oh, et le pouvoir érode un peu la popularité. Mais notre objectif, ce n'est pas seulement la popularité, c'est la réussite de la transition. Mais on a vu que le parti Nahda, et on va peut-être dire aussi la Troïka, au bout d'un an, ils sont allés d'erreur en erreur. On a vu l'ambassade des États-Unis, l'attaque de l'ambassade. Ils ont dit que c'était le parti Nahda était au courant de ce qui s'est passé. Certains disent ça. Oui, si on croyait les... on dit... ou bien si on croyait certaines façons très négatives de voir la scène politique en Tunisie, on croirait plus que ça. On croirait que la Tunisie est carrément, disons, dans la guerre civile. Mais il y a la réalité. Je ne suis pas d'accord quand vous me dites que la Troïka est allée d'une erreur à une autre. Non. Il y a eu des manquements, certes, c'est une première expérience, et post-révolutionnaire. Donc, tout ne pas être réussi. On peut dire qu'ils ne sont pas matures encore, peut-être. Mais qui est mature sur la scène politique maintenant en Tunisie? Qui est mature? Quelques-uns, peut-être certaines personnes qui ont une certaine sagesse. Et moi, je pense que le plus proche de la maturité se trouve être exactement le parti Nahda. Parce qu'il a une existence enracinée dans le tissu social et politique tunisien. Depuis des années, peut-être. Depuis, dirais-je, des décennies. Et la dictature n'est pas arrivée, malgré sa politique de ce qu'on appelle l'assèchement des sources, Tajfif al-Manaba. Il n'a pas réussi à l'éradiquer. Il est resté comme projet porté par des hommes et des femmes ancrés dans cette terre. Donc, en fait, c'est le plus proche de la maturité. Quant à l'exercice maintenant du pouvoir, quant à l'exercice de l'opposition, pas seulement du pouvoir, mais bien sûr, tout ça est nouveau. On sort d'une dictature de plusieurs décennies. Donc, on apprend. Moi, j'apprécie beaucoup la franchise et le réalisme du président de l'Assemblée qui se trouve être pour moi l'une des personnes les plus sages politiquement dans ce pays qui dit, il me dit souvent, mais nous sommes en apprentissage.
Nous sommes tous en apprentissage. Quand on est en apprentissage, qu'on est en transition démocratique, certainement, oui. non, transition démocratique, certainement il va y avoir des erreurs, des manquements, mais je ne suis pas d'accord sur le fait d'une erreur à une autre. Non, il y a eu plusieurs réussites. La stabilisation, malgré toutes les difficultés économiques, sécuritaires du pays, c'est une réussite. N'est-ce pas Béji Caïd Sebsi qui a remis les choses en ordre après les événements, après la révolution? Ah non, que relativement. Mais je vous rappelle, qui a été délogé de son ministère? D'ailleurs, ça s'est arrivé de 2 fois pour le ministère de l'Intérieur et qui a été bousculé devant le premier ministère, n'est-ce pas, M. Béji Caïd Sebsi, par les policiers. Pendant le temps sous quel gouvernement il y a eu des émeutes et de clans, de tribus presque, de Harouch, qui se sont entretués à Metlaoui, sans qu'on arrive vraiment à arrêter le massacre. Ce n'est pas sous le gouvernement de M. Caïd Sebsi. Le nombre de sit-in et des grèves, quand est-ce qu'il a escaladé? Ça existe toujours aujourd'hui, Madame Hazaï. Oui, il y a toujours justement, des sit-in, quand il a escaladé, des problèmes. Il a escaladé, mais maintenant, on remarque que la pente est descendante malgré l'importance. Donc le niveau de sécurité est stable aujourd'hui en Tunisie. Je pense que la stabilisation revient tout d'abord au caractère du Tunisien et l'homme du peuple. Vraiment le Tunisien lambda, celui qui circule dans les rues, celui qui est vraiment... c'est lui, c'est cet homme et cette femme-là qui a le bon sens. Et ce qui fait que malgré parfois les dépassements de certains politiques, malgré parfois les débordements de certains groupes, on garde cette stabilité. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. On ne doit plus croire à l'homme providentiel. C'est ça qui nous a maintenus sous une dictature pendant des années et des années, croire en l'homme providentiel. Je respecte les hommes politiques, chacun selon son bilan, mais il doit assumer son bilan, positif et négatif, mais croire qu'un homme a stabilisé la Tunisie, non, j'y crois pas. Alors, on va partir sur autre chose. Madame Hazaï, aujourd'hui, le gouvernement, donc la Troïka, est en place depuis plus d'1 an. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans la Constitution, on va garantir cet État? Bon, c'est sûr qu'il y aura une démocratie, en tout cas une lueur de démocratie, on espère, mais est-ce que vous garantissez, vous, en tant que membre du parti Ennahda, qu'il n'y aura pas d'extrémisme dans cette Constitution? Tout d'abord, la lueur de démocratie, c'est ce qu'on avait avant. Nos jeunes sont morts pour ça, pour que la lueur devienne réalité. Donc, dans cette démocratie qu'on est en train de construire, que ce soit dans les textes, c'est-à-dire la Constitution et les lois, que ce soit dans la pratique, on n'accepte pas, on n'acceptera jamais la lueur des démocraties. On n'acceptera que la démocratie. Qu'elle soit progressive, qu'elle évolue, qu'elle devienne de plus en plus mature, mais pas de lueur, la vraie démocratie. Maintenant, garantir que dans cette Constitution, il n'y ait pas d'extrémisme, mais bien sûr, c'est notre affaire, nous, pas moi en tant que membre de Ennahda, pas seulement les membres représentants Ennahda, mais tous les membres de cette ANC, de cette Assemblée nationale constituante qui sont dans leur débat. Et c'est pour ça qu'on a donné du temps à la discussion, à l'intérieur de l'Assemblée et à l'extérieur. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis en faveur d'une bonne quinzaine de jours, une fois que le projet de la Constitution dépasse l'étape de débat général, je suis pour au moins 2 semaines débat national sur la Constitution. La garantie ne peut jamais venir d'un parti, d'un groupe ou de personnes, elle ne peut venir que d'un peuple. Et là où je vois des bons signes, c'est que nous avons une société civile très réactive et très alerte sur la question d'extrémisme, sur la question des libertés, sur la question des droits. Donc, vraiment, et j'invite là tous les observateurs à bien lire le projet sur lequel on est en train de travailler et qui ne commentent pas ce qu'on a dit que la Constitution contient. Lisez le projet et vous allez voir que c'est un projet d'une Constitution qui ouvre, une Constitution qui encadre, une Constitution qui protège
les droits et les libertés. Alors, on va revenir aussi sur les événements qui sont passés. Douar Hichel, on a vu aussi Sidi Bouzid, on a vu aussi Manzel Bouzaïen, enfin, où il y a eu plein on va dire, d'affrontements entre forces de l'ordre et, on va pas dire, et le peuple, on va dire, et certaines personnes qui ont revendiqué l'arrestation soit de leurs proches, soit de leurs amis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, il doit démissionner? Est-ce qu'Ali Larraïd doit démissionner? Est-ce que, par symbole, il doit démissionner? On a l'impression qu'il ne tient pas son ministère comme il devrait être tenu. Si c'est par tenir son ministère, vous vous référez aux exemples des anciens ministres de l'Intérieur sous la dictature, eh bien, moi, je vous dis, heureusement qu'il ne tient pas de cette manière. Mais l'homme, ce ministre, c'est, disons, le ministre qui nous a visités le plus à l'Assemblée, parce qu'il a été toujours convoqué après tous ces événements pour en rendre compte, pour débattre avec les élus. J'ai vu un homme qui est stable, qui est constant dans ses propos et dans sa manière de travailler, à savoir, il y a la loi, je respecte la loi, ma mission et la mission de mes hommes, c'est de faire régner la paix, c'est de la protéger, c'est d'agir contre ceux qui transgressent et non pas faire un délit de faciès. Donc pour moi, non, c'est pas parce qu'il fait partie, et les membres de mon parti, non, non, non. Je ne pense pas que la solution est faire démissionner demander la démission de M. Larraïd. Moi, je vois devant moi un homme qui maîtrise de plus en plus son ministère, qui se rapproche de plus en plus de ces hommes. Et quand je dis des hommes, c'est-à-dire les cadres moyens et les policiers qui sont sur le terrain, et pour raison. Moi, je parle souvent avec eux. Maintenant, un ministre de l'Intérieur, est-ce un ministre qui tient un pays d'une main de fer, dirais-je, et qui terrorise tout le monde, ou bien est-ce un ministre qui arrive à tenir l'État, ou à remettre en ordre et à rétablir, à restaurer la sécurité et la paix, même face à des événements très durs, des événements ou des réptions de violences graves. Eh bien, ce qu'il a prouvé, M. Ali Larraïd et son équipe, c'est qu'il est capable de rétablir l'ordre, il est capable de le restaurer, de rassurer, même après des incidents graves. Pour moi, c'est là la capacité d'un vrai ministre d'Intérieur efficace. Donc, sa démission, non. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que la société civile de son côté, l'Assemblée constituante de son côté et les partis politiques aident à la réforme et à la réhabilitation d'une force de police républicaine. N'a-t-il pas et ça, échoué? c'est notre travail. N'a-t-il pas échoué quand il y avait le viol de cette femme avec les forces de l'ordre? C'est très grave ce qui s'est passé. Au contraire, c'est là où il n'a pas échoué. Je vais vous dire pourquoi. Croyez-vous que c'est le premier viol d'une jeune femme par les forces de police en Tunisie? Je peux vous citer des dizaines. Et qui ont eu lieu pas dans un endroit comme ailleurs, qui avaient eu lieu dans des postes de police. Et ce n'étaient pas des femmes, disons des moindres, c'était des femmes de militants politiques, c'était des sœurs de militants politiques, c'était des filles de militants. En avez-vous jamais entendu parler? Est-ce qu'il y a jusqu'à présent un seul policier qui a été sanctionné? Il y en a même qui a été même rétribué. Et c'est pour la première fois que des policiers sont mêlés à une histoire, disons, macabre comme celle-là, une histoire pour laquelle, j'espère, ils vont être sanctionnés comme il se doit. Oui, et ça n'a pas été camouflé par leur ministère. Savez-vous que, et moi j'étais parmi les premières personnes à réagir et à appeler le ministère. Savez-vous que c'est leur ministère qui a entrepris aussi une action contre eux? Donc comment vous pouvez me dire qu'il a échoué? Il l'a accepté, comment il l'a mise à nu. Comment la personne violée se retrouve victime? Non, attendez, ça c'est pas l'affaire du ministère de... Ça revient à la justice, alors. Oui, ça si on a un reproche, vous êtes d'accord que la société civile a le droit d'être choquée par cette histoire? Mais bien sûr, j'étais la première. Et ce qui m'a étonnée, j'étais la première à faire un communiqué à l'ANC et de dire qu'il est inadmissible. Surtout moi, je suis très sensible à ce problème parce que, comme je vous ai dit, je connais beaucoup de femmes qui ont payé le prix cher, qui ont été agressées, violées pour des opinions politiques dont on n'a jamais parlé. Et j'espère qu'un jour, leurs tortionnaires et leurs violeurs rendront compte à la justice. Et
qu'on n'en parle pas. Bien sûr, la victime d'un viol, quelles que soient les circonstances, ne doit jamais devenir accusée. Donc, si on a des commentaires à faire, si on a des critiques à l'encontre du juge de l'instruction, et je pense qu'il a été muté. Ça, c'est ce que j'ai appris. Mais pas en vouloir au ministère, le premier ministère d'Intérieur qui veut lui-même, avant tout, que ces policiers soient sanctionnés. Alors là, c'est la baraka. Oui. Je ne sais pas, j'aurais pas dû le mettre devant moi. Alors, Madame Hazaya, vous avez parlé donc du ministère de l'Intérieur, du viol qui c'était vraiment inadmissible et vous avez été donc choquée par ça. On a notre deuxième invité qui va nous rejoindre, c'est Abdelaziz Mzouri, avocat et aussi consultant politique, qui va répondre aussi à nos questions. On l'accueille ensemble, c'est Abdelaziz Mzouri. Alors, bienvenue déjà dans notre journal, dans notre édition spéciale, excusez-moi. C'est Abdelaziz Mzouri, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la moindre des choses. Voilà. Alors, je pense qu'on peut revenir sur un petit débat quand même par rapport au parti Nahda. Donc, aujourd'hui, Madame Hazaya El Abidi nous a dit que le parti Nahda, bien sûr, n'a pas échoué dans sa mission, qui continue avec la Troïka de bien mener le pays, donc notre pays, dans une voie démocratique. Je n'ai pas dit exactement ça, mais je vous ai dit que dans une phase comme celle-là, certes, certes, il y a des manquements, certes, il y a des faux pas, mais on ne peut pas juger toute l'action comme une action défaillante. C'est Abdelaziz Mzouri, donc vous êtes avocat et bien sûr consultant politique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, la Troïka, ou on va dire le parti Nahda, est-ce qu'ils ont réussi leur mission au bout d'1 an et quelques mois? Moi, je pense d'abord que Mme Hazaya El Abidi est une pièce d'une énorme machinerie qui conduit le pays depuis longtemps. Je pense qu'elle n'a absolument aucun pouvoir de décision à l'intérieur des grandes décisions au sein du parti. Qui concernent au sein du parti et du pays. D'accord. Qui concernent. Donc elle n'a absolument aucun pouvoir de décision. Tout le monde sait que celui qui a le pouvoir de décision, c'est le chef de Nahda, M. Rajab Ghannouchi, et qui n'est pas membre ni du gouvernement. Il n'a aucune qualité, il est partout. Voilà. Donc, il a mis en place une machinerie à l'intérieur de Nahda. Ils sont 98 députés. C'est des bénis, oui, ils n'ont jamais voté. Ils votent comme un seul homme. Donc, à la limite, c'est des salaires superflus. Ils auraient pu mettre quelqu'un qui vote pour 98 personnes. C'est exactement pareil. En tout cas, jusqu'à présent. D'accord. Les autres partis, les autres tendances politiques ont eu des hauts et des bas. Ils ont voté contre, ils ont voté pour. Eux, même s'ils ont contesté la candidature de Chedil Ayari pour la Banque centrale, ils ont voté comme un seul homme. Dès qu'on leur dit de voter dans une direction, ils votent dans une direction. Deuxièmement, moi je pense que Mme Labidi ne représente pas la femme tunisienne. D'abord, elle est française, elle a une double nationalité, et ensuite, le Nahda aurait eu le bon goût de nommer quelqu'un qui vit dans la réalité tunisienne. Pas quelqu'un qui vit une réalité immigrée avec tous ses problèmes, etc. Et donc, elle n'est pas représentative de la femme tunisienne. Et même, je dirais, les femmes voilées ne se reconnaissent pas tous dans Mme Labidi, puisque son voile est un symbole d'appartenance politique, alors qu'il y a plusieurs femmes voilées en Tunisie qui sont contre Nahda. Et je suis surpris, on m'interpelle dans la rue pour me dire des femmes voilées qui disent, en nous considérant que le Nahda ne nous représente pas. Donc, à ce triple point de vue, sans compter le fait qu'à l'Assemblée constituante, elle n'est pas un modèle d'équilibre, ni elle, ni le président, d'ailleurs. Alors, et c'est la question était toutes quand les même... crises, toutes les crises au sein de l'Assemblée ont pour origine le président et le vice-président de l'ANC. Donc, on répond quand même à la question, est-ce qu'aujourd'hui, le parti Nahda a bien mené sa mission au bout d'1 an? Mais pas du tout. Pas du tout, justement. Pourquoi? Parce qu'il a été élu. Regardez, la problématique est très simple. Alors on essaie de compliquer, mais les problématiques sont simples. Venons exactement. Nahda a eu 37% des voix dans des élections qui sont, bon, n'en parlons pas, considérons le résultat comme il est. Ça veut dire qu'il y a 63% des Tunisiens qui ne veulent pas d'un État religieux, c'est clair. Et encore, Nahda, même dans sa propagande, n'a pas dit que nous allons installer un État religieux. Ce qu'ils essayent de faire maintenant, il y a un homme qui veut imposer ça,
faire un État religieux, c'est Rachid Ghannouchi. Et donc, il n'a même pas lu la carte électorale et la carte des élections comme il faut, parce que les 63% refusent un État religieux. Et pourquoi on refuse un État religieux? Pas parce qu'on est contre la religion, parce qu'on sait que cet État sera nécessairement despotique. Madame Labidi, allez, je vous laisse un droit de réponse quand même. Et encore, surtout que vous ne m'avez pas du tout annoncé qu'il y aurait un deuxième invité. Mais marhaba. Bienvenue. Je peux me retirer si ça vous dérange. Oh non, bien sûr. Certes que non, cher monsieur. Restez-y, restez. Mais c'était plus pour répondre à cette question. Oh non, non, excusez-moi. La correction aurait, il aurait mieux valu que je. Oui. Bon, mais marhaba. D'accord. Tout d'abord, certains propos, on peut leur répondre, d'autres non. Quand certains propos relèvent presque de la diffamation pure et simple de 89 députés choisis par les Tunisiens. Donc, répondre non. On est des Beni-Oui, eh bien, c'est bien de le dire, surtout pour quelqu'un qui vient de la culture de Beni-Oui pendant des décennies. D'ailleurs, chacun parle de ce qu'il vit ou de ce qu'il vivait. Qu'on vote comme un seul homme, dans la politique et dans les parlements démocratiques, si la majorité, surtout, a ce comportement, ça ne veut pas dire que ce sont des Beni-Oui, ça veut dire que c'est un vrai groupe parlementaire. Et j'ose dire que le groupe Ennahda fait partie des seuls, avec peut-être le groupe démocratique et aussi le groupe qui s'appelle Hurriya wa Karama, Liberté et Dignité, les seuls groupes parlementaires qui agissent comme tels. Donc, ils discutent à l'intérieur de leur groupe, mais quand ils prennent une décision, ils la prennent et ils la respectent. Ils s'y astreignent, même les membres qui ne sont pas d'accord. C'est donc à leur honneur et ce n'est pas une critique. Ce qui m'a étonnée, c'est de voir ce monsieur faire la ségrégation contre les immigrés. Ces immigrés dont je fais partie, et vous savez que chaque année presque, à quelques années d'exception, c'est eux qui font rentrer le plus grand nombre de taux de devises en Tunisie, même plus que le tourisme. Et ils disent qu'on n'est pas, moi en tant qu'immigré, je ne suis pas représentatrice de la femme tunisienne. Qu'en savait-il ? Est-ce qu'il sait ce que je faisais avec la femme immigrée là-bas? Est-ce qu'il sait ce que je faisais avec la femme tunisienne ici? Donc, un jugement pur et simple, mais allez, elle est française. Je suis binationale et je suis tunisienne avant d'être française. Je ne suis pas la seule. Je suis pas. J'aurais pu être binationale comme vous. J'étais en France avant vous. Mais moi, j'ai choisi d'être tunisien uniquement. Je ne suis pas la seule. Je suis même tunisienne plus que vous, par le sentiment, qu'en savez-vous, par l'engagement. Et je ne suis pas la seule. Dans notre assemblée, il y a plus d'une vingtaine, même dirais-je une trentaine de binationaux. Ne trouvez-vous pas étrange que pour certains, on n'en parle pas et que pour Maharzia El Abidi, on répète ça et on le redise? Autre chose, les femmes voilées, paraît-il, ne se reconnaissent pas en Maharzia El Abidi, mais moi j'ai des femmes comme vous, cher monsieur, elles vous abordent, les voilées, qui vous disent qu'elles s'identifient pas à moi, elles sont libres. C'est passé l'âge où à la Tunisie, il faut s'identifier à une seule femme ou à un seul homme. Ça, vous l'avez vécu, vous l'avez préconisé, nous on n'en veut plus. Je suis contente quand une Tunisienne, combien même voilée, et qu'elle me dise, Madame Labidi, je ne vous reconnais pas en vous. Je la salue, et je dis, c'est votre liberté. Eh bien, il y en a des non-voilés qui s'identifient à moi. Okay. Pire encore, attendez, pire encore, il y a des hommes qui s'identifient à moi. Donc, la femme ou l'homme politique n'est pas fait pour qu'il s'identifie seulement à son groupe social ou à sa catégorie, mais à tous les Tunisiens. Et c'est ce qui gêne beaucoup, c'est que beaucoup de Tunisiens, hommes, femmes, jeunes, de Nahda ou d'autres Nahda s'identifient à moi. C'est ça qui gêne certains, peut-être comme messieurs. Maintenant, que les crises dans l'Assemblée constituantes soient tous et comme origine le président et le vice-président, j'en apprends des nouvelles. J'espère que monsieur vit avec nous peut-être dans l'Assemblée, qu'il est ou bien qu'il est mieux avisé que nous. C'est un jugement, j'y réponds même pas, c'est de la calomnie pure et dure. D'accord. Alors, on part sur un autre sujet, si vous voulez bien, messieurs. Non, je voudrais répondre à une précision. Alors, vite fait, alors. C'est un discours totalement démagogique. Parce que... Ah oui, la démagogie, quand c'est lui qui le dit, c'est excellent. Non, moi j'ai des arguments. D'abord, vous n'avez pas...
je ne vous ai pas interrompu, je vous demande instamment de ne pas m'interrompre. Parce que si nous voulons discuter, échanger, il faut que personne n'interrompe l'autre. Sinon, on va s'interrompre. Sauf moi, je peux interrompre oui, quand même. bien sûr, bon, parce que vous avez le privilège du propriétaire de la chaîne. D'accord, bon, donc, le problème, c'est qu'elle sous-entend que nous, on était... Moi, le 14 janvier, j'étais devant le ministère de l'Intérieur. Et ça s'est bien passé, ça aurait pu ne pas bien se passer. En tout cas, on a eu le courage d'être là. Vous n'étiez pas là. Ni vous, parce que j'étais empêchée dans mon pays. Non. Parce que j'étais empêchée d'être dans mon pays. Non. Vous ne pouvez pas faire de la surenchère sur des gens qui sont... Deuxièmement, moi j'ai passé 10 ans en France. J'avais un diplôme d'études supérieures d'une université française. J'aurais pu être français en 24 heures. C'est un choix. Je ne voulais pas la double nationalité. Je veux être tunisien uniquement. Je ne veux pas qu'on vous le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous vivez dans des pays que vous dénigrez systématiquement. Vous dénigrez votre mouvance intellectuelle. Dénigre la France systématiquement et les considère comme des mécréants, etc. Alors que moi, j'ai vécu en France, je respecte la France, mais je suis tunisien et je resterai tunisien. Oui. Secondo, il y a des militants d'autres partis politiques, parce que l'autre jour, emporté par l'élan de votre discours, vous avez fait un discours chez les militants de NAD pour dénigrer des gens qui sont dans l'opposition, alors qu'eux ont milité 10 000 fois plus que vous. Vous étiez une inconnue. Hamal Hamami était connu pour ses positions. Je n'ai jamais dénigré. Non, vous avez dit, c'est des gens qui ont été dépassés par le train de la Révolution. Arrêtez, ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, vous m'interrompez. Je ne vous laisserai pas m'interrompre. Je ne vous laisserai pas. Vous ne pouvez pas m'interrompre. Elle a dit, c'est des gens qui ont été dépassés par le train de la Révolution. Alors qu'elle, c'était une inconnue, une illustre inconnue. Si Ranouchi n'avait pas décidé de la mettre, elle serait passée totalement inaperçue. Et donc, il y a un problème. Il faut respecter les gens. C'est des gens qui étaient en Tunisie. Hamal Hamami était en Tunisie. Il a été emprisonné. Il n'a pas voulu quitter la Tunisie alors qu'il pourrait le faire. Il a de la famille en France. Il aurait pu aller en France. Quatrièmement, il a refusé tout dédommagement alors qu'eux courent derrière les dédommagements financiers. Et l'exemple est aussi valable pour Najib Chebbi, qui s'est fait insulter dans la rue, etc., qui était en but aux tracasseries policières tous les jours. L'exemple est valable pour Ahmed Brahim et les gens du PC. Il y a beaucoup de gens, de syndicalistes ici, qui étaient en Tunisie alors qu'elle était en France. Tranquillement, et puis, hop, ils sont revenus dans un train plan B pour prendre le pouvoir et se permettre d'insulter les autres. Vous voyez, quand vous m'avez invité, c'était pour un débat de fond. Là, on doit revenir sur nos mais je vais quand même lui répondre. Je vous en prie. Alors, le débat de fond, quand vous faites un discours, vous l'assumez ou pas? Est-ce que vous assumez ce que vous dites à l'intérieur des réunions de la NASDA, oui ou pas? Est-ce que vous assumez ce que vous dites à l'Assemblée nationale? Vous avez dit à l'Assemblée nationale, alors que rien ne vous obligeait de le dire, que le type qui a détruit le mausolée de Bourguiba Monastir est allé faire une prière, alors que vous n'êtes pas obligé de le dire. Et la justice vous a c'est quoi cette mascarade? Et bien sûr, la justice vous a contredit et elle a condamné ce bonhomme. C'est quoi cette mascarade? Est-ce qu'on est là pour débattre sur autre chose? Le pauvre, il n'a pas d'autre tribune, vous êtes venu... Non, attendez. Allez-y, madame. Oui, attendez. Allez-y. Tout d'abord, je ne sais pas pourquoi il mêle M. Hamal Hamami à ça. C'est l'un des hommes politiques... C'est lui que vous avez insulté. Jamais, j'ai jamais dit un mot qui porterait atteinte ni à M. Hamami ni à sa femme, et d'ailleurs que j'ai même cité dans les tribunes internationales dans lesquelles je suis invitée pour parler de la Tunisie. M. Hamami, quand je l'ai rencontré sur des plateaux télé, le rapport entre nous était le plus cordial possible. Je ne me rappelle jamais avoir une altercation ou un différend avec lui, ni d'ailleurs avec son épouse. Je me demande pourquoi il le mêle. Ça, je le vois pas. Je vois pas comment. On va passer à autre chose après. Je le vois pas pourquoi. Et surtout, il faut pas vraiment. Je ne sais pas d'où il sort ça. D'accord. Autre chose, est-ce qu'il ne sait pas? Peut-être qu'il doit un peu revoir ses sources. C'est que à l'Assemblée, à l'ANC, mes rapports sont les plus respectueux et les plus cordiaux avec toutes les personnes qu'il a citées. Que ce soit si Ahmed Brahim, que ce soit si Ahmed Najib Chebbi,
que ce soit tous les hommes qui l'apportent. Et je l'ai jamais, il n'y a jamais eu entre nous un mot plus haut que l'autre. Certes, dans les séances plénières, et c'est pour ça peut-être qu'il n'est pas habitué à la démocratie. Attendez, Abdelaziz Mzouri fait partie, est membre de Nid et Tounes. C'est ça? Ça le concerne. Et journaliste. Ça elle a failli d'ailleurs m'écraser un jour. Elle est tombée. Ok. Pour régler des problèmes subalternes au deuxième étage de l'Assemblée, elle a glissé, elle a failli me faire passer derrière la rambarde. Oui, je l'ai fait exprès. Ce qui est vrai. Ce qui montre qu'elle s'occupe de tout à l'Assemblée. C'est elle qui est patronne de l'Assemblée. On passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Attendez. Et je crois que c'est vrai que je vous ai bousculé, j'ai demandé pardon. Non, j'ai compris. Non, mais alors arrêtez, c'est pas digne d'un gentleman. C'est pas digne d'un gentleman de parler comme ça. C'est pas digne d'un gentleman de parler comme ça. Le problème, c'est qu'en tant que vice-présidente, vous intervenez dans tout et vous êtes monté à l'étage des journalistes pour régler un problème subalterne, finalement. Eh oui. Parce que vous rejetez tout à l'Assemblée. Et que Moustapha Benjaf fait une façade. J'assume mon rôle. Et puis, ce qu'il ne sait pas, c'est que M. Moustapha Benjaf, il assume très bien son rôle et qu'on se complète tous les trois. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui je suis venue pour un débat ou bien je suis devenue pour faire face aux accusations non fondées de ce monsieur qui semble en manque d'insultes. Okay. Je crois que ça fait un moment qu'il n'a insulté personne. Il veut porter sa revanche contre moi. Il a l'occasion, allez-y. Si ça lui fait plaisir, s'il vous plaît, donne-lui encore l'occasion. Je vous considère comme une femme politique. Donc vous êtes accessible à la critique. Il ne faut pas le prendre. Je suis accessible. J'ai rien contre vous, je ne vous connais pas. Je suis accessible. Vous êtes, à partir du moment où vous êtes vice-présidente de l'Assemblée, vous êtes une personnalité politique et vous êtes accessible à la critique. Critiquer, oui, mais... Si vous voulez débattre de sujets sérieux, alors je peux. Mais quand vous avez commencé par dire que nous, on était, etc., vous insinuez que nous, on était habitués au béni oui-oui. Non, béni oui-oui, c'est du temps d'éveil. Et nous, on a passé notre vie en Tunisie, en étant opposants à Bourguiba et à Ben Ali. Vous n'avez absolument rien. Oh là là, on connaît bien votre histoire d'opposant. Rien, absolument. Alors, on en dirait, absolument. J'étais ici, moi, en Tunisie. Absolument. Même vos articles. Et vous avez toutes les archives, y compris celles du ministère de l'Intérieur. Même vos articles. Alors, on passe à un autre sujet. Alors, les salafistes, aujourd'hui, on a vu qu'il y en a beaucoup, ils sont présents partout. Est-ce que c'est un problème, Madame Hazeya, ou c'est une réalité? Que doit faire le gouvernement face à ces groupes salafistes aujourd'hui? Pour moi, appliquer la loi. Être ferme dans l'application de la loi. Appliquer la loi veut dire aussi respecter les droits de l'homme. Quelqu'un qui transgresse la loi, il doit être sanctionné. Ces méfaits doivent être limités, arrêtés, mais tout en respectant, parce que nous voulons construire un état de droit, tout en respectant les droits de l'homme. Il y a eu des appels au djihad, on a vu que le gouvernement... Oh là là, ça c'est... Moi j'étais vraiment choquée. On a vu que l'imam de Jem An-Nour qui s'est fait télé donne aussi accès. Je trouve que ça manquait de professionnalisme parce qu'un tel appel face à nos jeunes, ça c'est intolérable, c'est inacceptable. Abdelaziz, par rapport aux salafistes. Moi, je pense que le salafisme n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est l'inaction du gouvernement contre ceux... Le discours de Mme Maherzieh est exactement typique du discours de Nahda d'une manière générale. Oui, il faut appliquer la loi, mais chaque phrase, la structure des phrases Nahda, oui, c'est comme ça. Oui, mais non. Voilà, je vais vous expliquer. Normalement, le problème des salafistes, vous savez, il y a des journalistes qui ont été agressés lors du procès de Nesma. Hamad Irdissi a été agressé devant le siège du tribunal de première instance de Tunis il y a plus d'un an. Celui qui l'a agressé, ses photos sont partout, sur Facebook, sur les télévisions. Les réseaux sociaux, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples qui montrent la duplicité du gouvernement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette personne n'a pas été arrêtée. Alors, de deux choses l'une. Ou bien on a une police totalement inefficace, ce que je ne crois pas, ou bien il y a une volonté délibérée de protéger ces gens-là. Deuxième chose, le 9 avril, il y a quelqu'un qui est venu dire à la télévision, dans une télévision pas la vôtre, qu'il était un milicien, qu'il a fait les 400 coups là où Nahda l'a appelé, qui a un nom, qui s'appelle, etc., qui est connu, etc. Jusqu'à aujourd'hui, même pas un procureur de la République l'a appelé pour lui dire « mais de quel droit vous faites ce genre de truc ?» Il a dit « je lui ai donné un coup de pied,
mais je l'ai loupé. À la télévision, hein. Il est connu, il habite, on sait où il habite. Donc le vrai problème, ce n'est pas les djihadistes ou les salafistes. Après tout, le salafisme, c'est une idée, puis c'est des gens qui ont le droit d'avoir les idées qu'ils veulent. Mais quand on les laisse faire dans la violence, le problème, ce n'est pas le salafisme, c'est la violence. C'est la violence qui s'exerce le jour de la grande horloge, à 50 mètres du ministère de l'Intérieur. Et c'est ça, si elle veut vraiment discuter de problèmes objectifs. Moi, je dis, si Nahda voulait apaiser les choses, et elle n'aurait pas mis un de ses dirigeants, ministre de l'Intérieur, et l'autre, ministre des Affaires étrangères, de la Justice. Le ministère des Affaires étrangères, ça, c'est un autre problème. Et je le dis en passant, au détriment de la Troïka. La Troïka n'a eu, le CPR et le TAQET n'ont eu aucun ministère de souveraineté. Donc le vrai problème, c'est un problème de la Nahda et du gouvernement. Dans tous les pays du monde, il y a eu des mouvements comme ça. En France, il y a eu des mouvements extrémistes, en Italie, en Allemagne, etc. Et ces mouvements ont été vaincus parce que il y a le couperet de l'État, le monopole de la force, de la contrainte est aux mains de l'État et il l'exerce pleinement. Et il n'y a pas, c'est pas vrai, de dire au respect des droits de l'homme, ça c'est un faux truc. L'Angleterre, le plus grand pays respectant les droits de l'homme et qui a hébergé Ranouchi pendant plus de 20 ans, il y a eu des émeutes. Le Premier ministre a demandé à la justice, qui est la justice la plus indépendante au monde, de sévir pour que ces choses ne se répètent pas. Casser une vitrine à Londres coûte 6 mois de prison. Casser la gueule à un journaliste en Tunisie ne coûte rien du tout. Madame Hazaya. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est son estimation qu'il estime. Je pense que de là, de sa position, disons, bien sûr, il ne peut que voir ce qui est négatif dans l'action du gouvernement. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de couperet de l'État. Et chaque fois qu'il y a eu des dépassements, et ce n'est pas simplement des salafis, hein, il y a eu des routes coupées aussi par des émeutiers ou des sit-ins et tout ça. Et on a demandé à l'Assemblée nationale constituante que l'État agisse avec fermeté. Ceci dit, n'avez-vous pas remarqué que chaque fois que l'État agisse avec fermeté, il y en a, disons, qui font pression sur la justice pour libérer les gens arrêtés. Des sit-ins, des grèves de la faim, etc. Eh oui, chose dont je suis... Deux poids, deux mesures. Non, pas du tout. Il y a 2 poids, 2 mesures, ça sera comme ça. Je viens de vous... hier, rien qu'hier, j'ai reçu une délégation de mamans qui est venue de Sousse. Ces mamans sont les mères des jeunes arrêtés lors des émeutes de Sousse, à Sousse après ce qu'on appelle l'événement de Abdelliya. Eh bien, ces mamans-là, si c'était vrai qu'on n'agissait pas, que le gouvernement n'agissait pas contre les nommés salafis, eh bien, elles sont toutes des mamans, des jeunes qui sont considérés comme salafis, qui sont arrêtés et elles sont venues demander qu'il y ait, disons, pour qu'ils soient jugés dans le plus bref délai. Et ils sont venus se plaindre justement que la fermeté de l'État ne s'exerce que sur eux et pourquoi pas elle ne s'exerçait pas sur ceux qui coupent les routes, ceux qui menacent, ceux qui lancent des appels au meurtre contre, justement, les gens de Nahda, ça on l'a entendu, ceux qui saccagent des locaux et qui le brûlent, des locaux des partis, y compris, je crois, le local du parti Nahda, ceux-mêmes qui font des appels saugrenus au coup d'État, même des rencontres, disons, qui ne sont même pas dérangées. Moi, je ne suis pas pour l'impunité de ceux qui touchent aux journalistes ou aux artistes. Au contraire, je suis pour la plus grande sévérité. Mais là où je trouve que c'est injuste, et là où je trouve c'est injuste, c'est de dire que l'État n'agisse pas. Ils n'ont pas été arrêtés, peut-être que la personne n'a pas été. Et là, comme responsable, peut-être parce que dans certains cas, la police... Non, pas du tout. Ah non, vous vous trompez. Pourquoi la police n'a pas arrêté? Cette police-là, elle a besoin d'être rassurée. Cette police, elle a besoin d'être
réconforter et réhabiliter comme force, comme je dis, républicaine. Réformer oui, réformer. Ils sont en train de travailler sur cette réforme. Et d'ailleurs, ils travaillent avec beaucoup de partenaires, que ce soit de l'intérieur de la société civile tunisienne ou de l'extérieur. Et à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'on a convoqué le ministère de l'Intérieur, c'était pour appeler à la fermeté. Donc, je peux me joindre à cet appel, mais je ne pense pas qu'il y ait de poids de mesure. Et comme je vous ai dit, j'en reçois. Et d'ailleurs, l'autre jour, samedi dernier, j'étais à Jean Douba, et de pareil, j'ai rencontré des familles, des jeunes qui font le sit-in, leur famille devant le tribunal, parce qu'ils estiment, vous vous rappelez, les événements de juin, parce qu'ils estiment qu'il y a des sanctions très sévères contre leurs fils. Ils estiment que la fermeté ne s'exerce que contre leurs enfants. Donc là, je pense, le gouvernement est critiqué d'une part et d'autre. Et pour trouver la juste mesure, je pense qu'il va rester dans le juste milieu. Mais bon, c'est son estimation, je la respecte. Mais j'y adhère pas. On a parlé de meurtre, justement. On va passer à l'affaire Lotfi Nagv. On a vu que, bien sûr, Lotfi Nagv, c'est donc un représentant de Nidetoun, un coordinateur général à Tataouine de Nidetoun, qui a été, selon certains, selon des dires, justement, encore une fois, Madame Mahazé, vous allez me reprendre sur ça, selon des dires qu'il a été assassiné. Alors, on a vu que Khaled Tarouche, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui dit que il a dit. Attendez, laissez-moi parler. Je vais vous expliquer. Khaled Tarouche, et je pense que vous n'allez pas venir contre moi sur ce propos. Il a affirmé que Lotfi Nagv, selon certains premiers bilans, il n'a reçu aucune violence et est mort d'une crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Justement, moi, je trouve juste ce truc-là, c'est l'exemple type du caractère scandaleux de la gestion des affaires de la sécurité publique. C'est scandaleux. Ça, Lotfi Nagv, il est payé par les citoyens. Il n'a aucune légitimité en tant que personne. C'est un fonctionnaire. Il est payé par les citoyens pour dire des contre-vérités évidentes. Il a dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Même l'autopsie sur laquelle, il aurait pu, c'est des gens qui ne savent pas diriger un État, il aurait pu dire, l'enquête est en cours, nous ne pouvons faire aucune déclaration, on attend les autopsies, etc. Il y a des autopsies que j'ai sur moi, puisque je suis dans l'affaire. Il y a, même dans la première autopsie, il n'y avait pas de crise cardiaque. Et la seconde autopsie a montré qu'il a été lynché 59 coups. 59 coups. Et tout le monde sait par qui. Et tout le monde sait... Par qui alors? Par qui? C'est les fameux comités de défense de la Révolution qui ont été adoubés par Rachid Ghannouchi par la suite, après l'assassinat de Nagd. Il a dit, c'est des gens qui ont une légitimité, ils doivent rester, etc. Lui-même, il a dit, alors que c'est des gens qui ont assassiné Nafsan Bachariya, une âme. Et en plus, ces gens-là... On peut dire que c'est un assassinat politique. C'est un assassinat, bien sûr. Et la responsabilité, vous savez que en droit pénal, l'instigateur, même si c'est un instigateur moral, a une responsabilité aussi importante que celui qui a porté matériellement les coups. Donc, c'est un assassinat politique qui a été préparé par cette espèce d'hystérie contre Nidetoun. Et moi, je dis, ces gens-là, Khaled Tarouche, et tous ceux qui sont dans ce truc-là, ne sont pas véritablement des croyants, dans la mesure où, devant le bon Dieu, ils ne vont pas dire « l'autopsie a dit ». Parce que le jour du jugement dernier, tous ces gens-là vont dire, on va leur demander « Pourquoi vous avez assassiné ce pauvre type qui a 6 orphelins ?» 6 orphelins. 6 orphelins, chaque nuit, les anges de ces 6 orphelins vont demander justice. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le jugement terrestre ne compte pas. Mais le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que va dire Khaled Tarouche? Puisque le fait de dire qu'il est mort d'une crise cardiaque... Madame Labidi, allez-y. Je connaissais le monsieur journaliste... écrivain, le voilà, Moufti et même... Bien sûr, Moufti, c'est le béaba de la croyance, madame. Et même الخوف من ربي وكان ذكرتوه قبل به. لا ديما باهي من اول Oui, Inch'Allah, vous serez d'un bon croyant et nous le serons autant que vous, mais juger les gens sur leur foi, eh bien c'est bien pour ceux qui appellent à la laïcité. Je trouve ça formidable. Alors, bonjour la laïcité qui nous ont promu et qu'ils veulent nous promettre. Maintenant, que M. Tarouche
ou autres d'ailleurs, disent avant qu'il y ait autopsie, avant qu'il y ait l'enquête de quoi M. Lutfi Naqv, Allah yarhamou, est mort, je crois que ce n'est pas leur droit. Et il y a eu un dépassement. Maintenant, que chacun se mette déjà à juger, à être jugé parti, je pense que ce n'est plus aussi, ce n'est pas leur droit. Je n'ai jugé personne. J'ai dit que Lutfi que Tarrouche n'aurait pas dû dire ça. Je ne préjuge de rien. Maintenant, et on l'a dit à M. Tarrouche quand il est venu à l'Assemblée, plusieurs députés lui ont dit en direct. Il fallait le démissionner, il fallait le démettre. Pas lui dire, il fallait le démettre. Il est venu 4 ou 5 jours après à la télévision pour répéter les mêmes choses. Demander à son ministère. Oui, c'est vous. Alors, maintenant, lancer des accusations collectives, eh bien, dis donc, ça c'est l'héritage du passé. Quand on accusait les gens par paquet et on les jugeait par paquet. Eh bien non, nous, on est maintenant à une autre époque. Les personnes impliquées dans la mort de M. Naqv, la justice doit les juger, quels qu'ils soient, à n'importe quel parti ou quel groupe ou quelle formation. Il faut laisser la justice réagir. Voilà. Et personne n'a de mot à dire. Mais maintenant, selon vous, accuser collectivement toutes les ligues de défense. Ah non, je trouve que ça, c'est vraiment l'esprit du passé, quand on lançait une accusation sur un groupe et on a vu où ça menait. Ça menait vraiment à des sévices, on a mené à une situation d'injustice dans notre pays, et c'est ce que je vois maintenant, c'est ce que j'entends. Les gens, ils veulent accuser collectivement tous les jeunes Tunisiens sur tous les territoires qui appartient à ces groupes, surtout s'ils sont des groupes reconnus et qu'ils ont leur autorisation et qu'ils ont leur statut légal, les accuser tous d'un incident qui s'est passé à Tataouine, moi je trouve c'est de l'ordre, c'est l'esprit de l'ancien régime, tout simplement. C'est la dictature, c'est le bénalisme dans le sang. Je ne le reproche pas parce que ils ont été éduqués pour ça, ils ont grandi pour ça. Maintenant, non. Tu n'étais même pas là, mais normalement, vous vivez dans une atmosphère démocratique. Est-ce que vous avez vu en France des comités de défense de quelque chose? C'est l'État qui défend toutes les choses. Là, vous n'en avez pas vu. J'en ai vu. C'est des pacifiques, mais ils ne ah non. Écoutez, ces gens-là, c'est vous qui l'accusez de ne pas être pacifique. Il se peut aussi que l'instigateur de la violence devienne la victime de la violence. Et c'est ça le drame. C'est pourquoi moi, je pense qu'il est temps d'arrêter de s'invectiver mutuellement sur un incident et laisser la justice faire son affaire et commencer à travailler ensemble sur les origines de la violence dans notre pays. À parler vraiment, à travailler en oubliant même nos différences, même si elles sont très grandes, et faire face à un ennemi commun qui est la violence. Pas seulement la violence physique, mais la violence verbale, la violence symbolique, dont souffrent plusieurs Tunisiens. Tout à fait. Parce que dire à quelqu'un, tu n'étais pas là, tu es immigré, tu connais rien à la Tunisie, c'est de la violence verbale. C'est exclure les Tunisiens. Ça me rappelle ce qui se passe maintenant, certains qui parlent dans notre Assemblée, qui veulent carrément nous exclure, les Tunisiens vivant à l'étranger, du processus de l'écriture de la Constitution. Ils sont quand même Tunisiens, quand même, M. Abdelaziz. C'est navrant de nous voir. Ils veulent nous exclure. Des gens qui ont l'exclusion qui coule dans le sang. Dans tous les pays du monde. Ça coule dans le sang. Une seconde. Dans tous les pays du monde, les citoyens de l'étranger sont représentés dans les organisations représentatives. Moi, ce que je reproche à madame, c'est que vous, en France, par exemple, vous n'aurez jamais un vice-président d'Assemblée qui vient Qu'en savez-vous? des Antilles. Ça n'existe pas, parce que c'est une minorité. Et elle est en Tunisie, elle est représentée très correctement parce qu'elle est représentée. Il n'arrive pas à avaler cette pilule qu'une femme soit vice-présidente. Mais pas une femme, je m'en fiche d'une femme. Vous, pas une femme, vous en personne, vous n'êtes pas du niveau pour être vice-présidente de l'Assemblée. Voilà le truc. Le pauvre, si vous étiez arrivé, non, mais pas parce que Hatta Mosfa Ben Jaafar n'a pas le niveau, même Mosfa Ben Jaafar. Mais je vais vous expliquer. Si vous arrêtez une seconde, je vais vous expliquer. Même Mosfa Ben Jaafar, c'est quoi le rôle d'un président d'Assemblée? Moi, Mosfa Ben Jaafar, je l'estimais beaucoup. C'est quelqu'un que je connaissais personnellement et j'estimais beaucoup. Je considère que le rôle d'un président, quel que soit le parti auquel il appartient, a un devoir de neutralité vis-à-vis de tous les groupes. Or, ce qu'on a vu
on a vu des choses atroces. On a vu une partialité totale vis-à-vis d'un groupe déterminé. Lui et madame, c'est ça le problème. Oui, c'est pas parce qu'elle est une femme ou elle vient de l'étranger. Parce qu'elle n'a pas su se mettre au poste, elle n'a pas su se mettre à la hauteur du poste qu'elle occupe. Elle et Moustapha Jafar. Vous avez vu les incidents. Avant-hier, Moustapha Jafar, quelqu'un a demandé, a fait une proposition. Je vais vous donner un exemple. Mais les exemples comme ça, il y en a des milliers. Laissez-les, le pauvre, ils ont le gros sur le cœur de M. Moustapha Jafar. Allez-y, videz votre sac. Moustapha Jafar, je le connais mieux que vous. Oui, oh, peut-être. Allez-y, videz votre sac. Moustapha Jafar, je le connais mieux. Oui, allez-y, videz votre sac. Normalement, c'est le devoir de neutralité. Il multiplie les incidents. Il y a un député qui a fait une proposition. Tous les journaux ont repris ça. Il a fait une proposition sur un sujet, l'article 1er et 2, c'est vraiment banal. Et normalement, celui qui fait une proposition explique pourquoi il fait cette proposition. Il lui a dit non. Donc, pendant 1h30, 2 heures, on discute le règlement antérieur, et par la suite, il a accepté. Donc, et Moustapha Jafar a vu quelqu'un du groupe de madame dire qu'il faut couper les jambes et les mains de ceux qui font des sit-ins et qui font des grèves sauvages ou qui coupent les routes. Moi, je suis contre ceux qui coupent les routes et il faut sévir contre eux, comme qu'il faut sévir contre les salafistes. C'est pas vrai. Elle essaie de mettre des choses. Tous ceux qui ne respectent pas la loi doivent tomber sous le coup de la loi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et même avant qu'ils prennent le pouvoir, moi, je l'ai dit, je l'ai écrit. Mais Houa, il a dit, il faut leur couper les pieds. Il faut leur couper les pieds et les jambes et les mains. Et sur une référence islamique assez minime, oui. C'est pas Et le président de l'Assemblée lui a dit « Merci, monsieur le député », alors que son devoir lui dictait de lui dire qu'ici, nous sommes encore dans une république civile et qu'on ne coupe pas les pieds et les mains. On sévit selon le droit, selon les règles et selon... On va passer à notre sujet. Attendez, M. Moustapha Jafar n'a fait que son travail de neutralité. Et quand il a dit merci, il le dit à tous les élus, même ceux qui prennent la parole pour l'invectiver. Non. Donc, je crois que là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Certains, que n'importe quelle tribune les prenne, ils commencent à faire les détracteurs du président de l'Assemblée. En fait, c'est cette Assemblée qui est la cible de leur attaque. Ils n'ont jamais peut-être assimilé ou accepté cette règle démocratique qui a ramené d'autres à faire cette constitution. Alors, je les comprends. Il fait sortir sa frustration. Si ça lui fait du bien, tant mieux. Allez-y. Vous pouvez me critiquer et me dénigrer jusqu'à le lendemain. Ça me fait du plaisir. Vous savez, je suis un peu croyante. Donc, si je veux, comme vous dites, parce que vous doutez qu'on est croyant, Inch'Allah, je suis un peu croyante. En tout cas, alors, si en tout cas Tarouche, ça pose des problèmes. Quand il accuse, chacun répond de lui-même. Et moi, attendez, laissez-moi. Vous êtes gentleman. Laissez une femme finir sa parole. Quand il dénigre à mort, c'est pas bien. Attendez. Laissez comme un fait. Donc, si ça vous fait du bien de vous sortir toute votre rancune et votre frustration, oh là là, alors moi, je me considère comme, Inch'Allah, béni par Dieu parce que je vous ai permis de sortir votre rancune. D'accord. Allez-y, continuez bien. C'est bien pour la démocratie. Je me sens très bien depuis que on revient sur notre débat. Dieu m'a donné une gratification pour que vous réussissiez. Oh oui, bien sûr. C'est bien. Alors, on passe à notre sujet. Alors, votre venin, vous l'instillez tous les jours. Votre venin, vous l'instillez tous les jours sur les députés de l'opposition. Les Tunisiens m'ont donné. Je suis très amie et je suis respectée. En tout cas, ça ne se voit pas à la télévision. Les gens. C'est ça votre problème. Nous sommes citoyens. Est-ce que c'est le moment de dire Nortek Nivam Non, oui, c'est votre... Mais, si en coulisses vous vous embrassez et en public vous vous étripez, nous on est bien obligés de regarder comment vous vous étripez. Alors vous n'êtes pas à la hauteur du débat démocratique. Apprenez un peu. On passe à un autre sujet, Madame Labidi. Très nettement supérieur au vôtre. Sablazi, s'il vous plaît. Alors laissez-moi apprendre. Allez-y. Son niveau bien sûr. Oh, alhamdoulilah. Que Dieu, oh là là, bien sûr.
Alors, on passe à un autre niveau. Surtout, on passe à un autre sujet. Oui, la Excusez-moi. des dictatures, il est 1000 fois mieux que moi. Alors, on passe à Beji Qaïd Essebsi, donc le chef du parti de Nidetouz, qui a déclaré jeudi soir sur une chaîne d'information en continu qui est France 24, on va la citer. Beji Qaïd Essebsi a affirmé que le mouvement Nahda, actuellement au pouvoir, veut faire revenir la Tunisie au 7e siècle. Alors que son parti Nidetouz ambitionne de bâtir un État selon les critères du 21e siècle. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces déclarations, Madame Mahza El Abidi? Attendez, tout d'abord, tant qu'on ne va pas revenir, Oui. faire revenir la Tunisie au 7 novembre, comme certains le veulent faire, alhamdoulilah. Maintenant, je crois que, est-ce qu'il a jamais pris la peine de lire notre littérature? Est-ce qu'il a vraiment pris la peine de nous écouter? J'en doute, parce que le parti Ennahda est le premier parti politique à référence islamique dans le monde qui a demandé la confirmation et la progression de toutes les libertés. Et liberté, il n'a jamais demandé l'application d'une loi, quelle que soit islamique ou autre. Et je crois... Vous êtes contre l'application de la charia? Vous êtes contre l'insertion, mais c'est des questions précises. Vous racontez comme ça des choses dans l'abstrait ne veut rien dire. Fait tout pour que l'article 1er soit maintenu. Alors, mais vous revenez toujours sur le problème de la source principale, etc. Vous revenez toujours. Bien sûr que vous revenez toujours sur l'égalité homme-femme. Jamais. C'est la femme est le complément de l'homme. Vous avez fait une semaine. Vous avez une semaine. Trouvez-moi un endroit dont la... Mais partout, dans tous les endroits. Un article, un seul article. Madame Labidi, l'autre Labidi sur Mosaïque. Un seul article dans la Constitution qui dit ça. Mais vous avez abandonné, vous avez fait une petite guerre et puis vous avez abandonné. Vous faites, c'est toujours votre tactique. Vous lancez un truc sur la table. Ça sort des esprits de quelques-uns. Pourquoi il y a eu la manifestation du 13 août? Ouh là là, je vous le demande. La seule phrase, le seul alinéa qui a existé dans l'article 28, c'était « Et leur rôle se complète au sein de la famille ». C'est la seule. Il n'a jamais eu un article, une phrase, un alinéa qui parle de la femme complète. Jamais. Les esprits de certains ont voulu que ça existe. Il y a eu un débat, c'était un débat, pourquoi pas, un bon débat, même si certains ont essayé de faire accuser Nahda d'être contre les femmes. Oh, parce que vous savez, ils n'ont pas peut-être avalé la pilule que le premier parti qui a fait entrer 43 femmes et des femmes actives dans l'Assemblée, à cette Assemblée, bon, bref, vous savez, on ne peut pas soigner toutes les pathologies. Sur notre question. Mais bon, par rapport il a dit, oui, si sont, disons, source du jugement, c'est à lui, disons, de le justifier. Maintenant, l'histoire nous montrera qui va faire entrer la Tunisie dans l'ère de la démocratie, la stabilité, et celui qui a un projet de retour en arrière. C'est celui qui sent le passé, celui qui va vraiment, qui regarde vers l'arrière, et celui qui regarde vers l'avant. C'est un homme politique, c'est un compétiteur politique, donc, mais bien sûr qu'il ne va pas nous jeter des fleurs, bien sûr qu'il va nous critiquer. Moi, je dis, c'est son estimation, je ne pense pas. Et je crois qu'il se trompe largement, mais bon, c'est à nous, à travers notre programme, à travers notre engagement, à travers notre effort de faire réussir cette transition démocratique, qu'on va répondre à M. Beji Qaïd Essebsi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Membre de Nidetouz. Regarde, moi je pense que Nahda avait toutes les données en main pour être au top. Ranouchi serait aujourd'hui un homme aussi bien vu dans le monde que Mandela ou que Randi, ou que s'il était resté dans son rôle,